confession d'un agent secret du Vatican. L'homme est jésuite, il se présente à Barbato comme étant un familier du Vatican, travaillant pour le Saint-Siège. D'abord sceptique et méfiant à l'égard de ce contact, soi-disant initié, Barbato analyse et vérifie ses références, en se gardant, comme le veut son éthique de journaliste, d'indiquer sa source. Il s'agit bien d'un prêtre jésuite, œuvrant à la Cité du Vatican. Après quelques échanges par mail, le journaliste italien demande que leur dialogue se poursuive de vive voix. Malgré le danger, vraisemblablement conscient que cette rencontre est préférable, vu l'énormité des révélations qu'il s'apprête à faire, l'homme du Vatican accepte. Deux rencontres ont donc lieu à Rome, en 2001, voir interview page 58, Barbato apprend que des dissensions règnent au sein du CIV, un groupe minoritaire désapprouvant la politique conduite à propos de la Plénétix. À partir de là, il est clair pour Barbato que la démarche du jésuite ne procède pas d'une simple trahison, mais d'une révélation dont l'enjeu est de taille, la survie de notre civilisation. Là, vidéo jésuite, avant même leur rencontre à Rome, le contact du Vatican avait fait parvenir à Barbato, en guise de preuve, une bande vidéo, que je nomme là, vidéo jésuite, destinée à alerter le public. D'une durée d'environ 2 minutes, elle évoque l'observation d'un planétoïde couvert d'une atmosphère épaisse, la présumée Plénétix, se dirigeant vers le système solaire, bien qu'encore en dehors de l'orbite de Neptune. La bande, que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de visionner, est assortie de diverses classifications, dont la Secretum Omega, le plus haut niveau de secret du CIV, comparable au Top Secret Cosmique, CTS, de l'OTAN. Il paraîtrait que l'image a été prise par une caméra embarquée dans une sonde spatiale secrète appelée Siloé. Le contact de Barbato lui explique que la sonde, commandée secrètement chez Lockheed Martin, est équipée d'une caméra infrarouge sophistiquée, ainsi que d'un système de propulsion à impulsion électromagnétique. L'engin a été assemblé dans la zone 51, dans le Nevada, et placé en orbite par un appareil secret hypersonique de type Aurora, dans les années 90. Selon le jésuite, la sonde, Siloé, a envoyé des images du planétoïde en octobre 1995 vers un radiotélescope secret, entièrement géré par des jésuites appartenant au CIV, et dissimulé dans une raffinerie de pétrole désaffectée en Alaska. Il précise que le radiotélescope a été construit en 1990 dans le but d'observer les corps célestes inhabituels s'approchant du système solaire. Quant au planétoïde visible sur la vidéo, le jésuite indique qu'il s'agit de la Plénétix, la Nibiru des Sumériens. Une très grosse planète, cette planète massive encore ignorée de l'astronomie moderne, produit des perturbations analogues à celles que décelèrent Lowell, dans les mouvements d'Uranus, et Pickering, dans ceux de Neptune. En 1978, James Christie, astronome à l'Observatoire de la Marine américaine, découvre Charon, le satellite de Pluton, et calcule la masse du couple Pluton-Charon. Au passage, les calculs indiquent la présence probable d'une très grosse planète encore invisible. De son côté, Barbato attendra le 30 avril 2005 pour se décider à révéler cette incroyable nouvelle, et à montrer la vidéo au public. La projection a lieu au Palazzo Delia Provincia, à Pescara, sur la côte adriatique italienne, au cours d'une conférence organisée par la UF Observer Cultural Association et intitulée « OVNI. La vérité est top, secrète, de la zone 51 à la Plénétix ». Toutes ces années, Barbato s'est efforcé de rassembler des indices, confirmant l'existence de la Plénétix par Nibiru et du CIV. Concernant ce dernier, il a trouvé des indications historiques explicites importantes dans le livre de Mark Arons et John Loftus Ratlin, chapitre 1, j'ai moi-même trouvé une référence indirecte dans un livre du lieutenant-colonel italien Umberto Rapetto, et du journaliste Roberto Di Nunzio, l'Atlante dell'Ispi, Bure, Milan, 2002, dans le chapitre 5, Lo spionaggio in corpora, il Vaticano, p.89, 2, 3, le Nunziature. Il est question d'un certain Robert Abraham, un jésuite qui fit jadis allusion à l'existence d'un service secret du Vatican. S'agit-il de désinformation, ou bien de la divulgation progressive d'une information secrète? Étranges anomalies dans le système solaire, parmi tout ce que le jésuite du CIV a raconté à Barbato, deux choses sont, de mon point de vue, inquiétantes. La Plénétix aurait commencé à faire sentir ses effets sur le système solaire au plus tard au début de 2004, voir mon interview de Barbato dans UFO, Notice Diario numéro 62, avril-mai 2006, p. 40, ce qu'un certain nombre d'indices tentent à prouver. D'autre part, le Soleil et certaines planètes et satellites du système solaire ont également manifesté des signes anormaux. Prenons d'abord le Soleil. Avec de la patience,
vous pourrez consulter les données enregistrées par le radiohéliographe de Nobeyama, Nord, un radiotélescope japonais qui fonctionne en tant qu'interféromètre spécialisé pour l'observation solaire dans l'article intitulé « Tetrutabu Global Warming. It Sentat to Blame, la vérité sur le réchauffement global, c'est le soleil qui en est la cause » de Michael Leiding et Roya Nika, publié dans le Télégraphe de Londres le 18 juillet 2004, www.telegraph.co.uk. On peut lire ceci: le réchauffement global est enfin expliqué. Selon des recherches récentes, la Terre se réchauffe parce que le Soleil brille plus fort qu'il ne l'a jamais fait depuis le dernier millénaire. Une étude menée par des scientifiques suisses et allemands indique que le rayonnement croissant du Soleil est la cause des changements climatiques récents. Le docteur Solanki a déclaré que ce sont à la fois l'accroissement du rayonnement solaire et le niveau des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, CO2, qui contribuent à la modification de la température terrestre, mais qu'il est impossible de dire lequel des deux est prédominant, parmi les planètes et satellites du système solaire présentant des activités atypiques. Citons Pluton, selon les astronomes, bien que son orbite très excentrique l'éloigne en ce moment du Soleil, Pluton connaît un réchauffement de sa mince atmosphère, voire, SUV, sur Jupiter. Réchauffement du système solaire. Les hommes seraient-ils responsables de changements climatiques aux confins du système solaire, ou serait-ce le Soleil? Sur www.rediscration.com Weblink Triton, James Elio, astronome au MIT, déclare, depuis 1989, Triton, un des satellites de Neptune, subit un réchauffement global. www.scienceagogo.com Weblink, Mars, en 2001. Le JPL, Jet Propulsion Laboratory, de la NASA fit savoir que la caméra de la sonde Mars Orbiter avait observé, au pôle sud de Mars, des changements qui témoignaient d'un changement de climat sur cette planète. Mars.jpl.nasa.gov Weblink, Jupiter, le 4 mai 2006, un article qui titrait « De nouvelles tempêtes sur Jupiter laissent supposer un changement de climat », rapportait que, le télescope Hubble photographie le développement d'une nouvelle tache rouge. Baptisée Spot JR, tache rouge junior, elle s'est formée après l'apparition de 3 tempêtes blanches de forme ovale, dont 2 doivent avoir au moins 90 ans, et qui se sont fondues l'une dans l'autre entre 1998 et 2000. www.space.com Weblink, Saturne, des images de la sonde Cassini, du 11 octobre 2006, montrent un ouragan, dont le diamètre égalé de 3 de celui de la Terre, qui fait rage au pôle sud de la planète. News.bbc.co.uk Weblink, alerter l'humanité, ces événements du système solaire, ainsi que les découvertes troublantes de Cristoforo Barbato, réclament toute notre attention. Il devrait alerter le public sur l'arrivée de la planète X et sur les problèmes d'exopolitique, à savoir l'implication des gouvernements dans la question des ovnis, et la manière dont, jusqu'à présent, les affaires extraterrestres ont été confisquées par les États-Unis, ou un certain gouvernement de l'ombre, sans contrôle de la part du président, du Congrès, ou du Conseil national de sécurité. Je pense que la seule façon de savoir ce qui se passe réellement sur la Terre, et dans le système solaire, c'est de soutenir des chercheurs tels que le Dr Stephen Milgrer, le professeur Michael Salla, www.exopolitique.org, l'historien Richard Holland, le journaliste Cristoforo Barbato, www.secretumanga.com, et bien d'autres qui, tous, comprennent l'importance d'élargir les horizons de l'humanité dans toutes les dimensions, tant matérielles que spirituelles. Ce n'est que, comme cela que nous aurons une chance d'éviter les luttes fratricides, et les horreurs du conflit nucléaire qui nous menacent. En 2001, Cristoforo Barbato rencontre, donc le père jésuite, qui lui révèle alors la genèse des services secrets du Vatican, les contacts de Pixi et Zhangxi avec une certaine race d'aliénigènes, et la scission au sein du CIV entre les partisans du secret et ceux qui, comme lui, estiment urgent de divulguer l'information à l'humanité tout entière. Barbato, comment êtes-vous devenu membre du CIV? Jésuite, le CIV se compose de divers éléments, tous reliés à l'Église et constitués, au moins pour le directorat, principalement de prêtres, dont la majorité sont des jésuites, de moines bénédictins et de nonnes. Au total un peu plus d'une centaine de membres. On pourrait réduire cette estimation, mais il faut prendre en compte toutes les parties du monde où il y a un prêtre, ou une religieuse susceptible d'apporter des informations précises. Certains éléments du CIV viennent du monde laïque et de 66 institutions reliées à l'Église. Par exemple des associations humanitaires, des groupes politiques proches du Saint-Siège, des mouvements de jeunes catholiques, et d'autres. Je viens moi-même d'un de ces milieux. En résumé, les membres sont secrètement évalués, dirigés et formés selon des critères précis en vue de certaines fonctions. Barbato, pourriez-vous donner plus de détails sur le CIV? Pourquoi a-t-il été créé, et depuis quand est-il opérationnel? Jésuite,
La structure est top, secrète, mais je peux vous dire qu'elle est organisée de manière analogue à la CIA, au MI6, au KGB, etc. Il n'y a pas de siège officiel, mais on change régulièrement de lieu de réunion, toujours sous le regard de la Cité du Vatican. Du point de vue chronologique, l'événement qui a déclenché la création du CIV s'est produit aux États-Unis en février 1954. Ce fut la rencontre à Muroc Airfield, future Edwards Air Force Base, en Californie, d'une délégation d'aliénigènes avec le président Dwight Eisenhower, en présence de l'évêque de Los Angeles, James Francis McIntyre. La rencontre fut filmée par des militaires, utilisant 3 caméras CZM, placées en des endroits différents et chargées de pellicules couleur. Les opérateurs devaient changer de bobine toutes les 3 minutes, et les caméras avaient des moteurs à ressort, parce que, en présence des aliénigènes, les moteurs électriques ne fonctionnaient pas. Au total, ils ont tourné 20 minutes de film en 7 bobines de 30 mètres chacune. À la fin de la réunion, chaque membre de la délégation terrienne prêta serment de ne jamais révéler à quiconque ce qu'il avait vu et entendu. Ne me demandez pas où sont les films, je crois que vous connaissez la réponse. Quelques jours plus tard, regrettant probablement de s'être engagé dans le secret, McIntyre partit d'urgence avec l'intention de rencontrer le pape Pie XI, et de l'informer de cet événement incroyable. Mais pour atteindre l'Italie, il fallait qu'il vole d'abord jusqu'à New York, puis de là à Rome, toujours en avion privé. Environ une demi-heure après le décollage de Los Angeles, l'appareil connut quelques difficultés techniques et fut contraint d'atterrir à Skyhaven Airport, à Las Vegas, Nevada, pendant la nuit. Pendant la réparation, un colonel de l'US Force monta à bord pour s'entretenir avec l'évêque. La conversation dura une vingtaine de minutes au cours desquelles il tenta de dissuader l'évêque de révéler tous les détails de la rencontre à laquelle il avait assisté, car les questions extraterrestres relevaient exclusivement de l'USAF. Le militaire précisa que tout ce que désirait le président Eisenhower, c'était un avis sur l'aspect spirituel de la question, et un soutien, mais le Saint-Père ne devait pas être mis dans le secret. On craignait à l'époque l'infiltration éventuelle du Vatican par des espions soviétiques. L'évêque répondit qu'il avait précisément l'intention d'informer le pape de cet événement incroyable. Nous pensons aujourd'hui que la panne de moteur avait probablement été prévue et organisée par les militaires pour provoquer cette rencontre, et cela à l'insu du président Eisenhower. Avant de prendre congé, le colonel rappela à l'évêque les risques d'une divulgation à Rome. 2 jours plus tard, Monseigneur McIntyre fut reçu par Pie XI. Après une profonde méditation sur les implications possibles d'une relation exclusivement militaire avec les aliénigènes, le pape décida de créer un service secret d'information organisé de façon analogue au renseignement fasciste, que l'on nommerait CIV, et qui aurait pour mission de glaner toutes les informations possibles concernant les aliénigènes et les données déjà recueillies par les Américains. Il était très important d'assurer une communication ouverte avec le président Eisenhower. Le CIV fut donc conçu pour acquérir et gérer, en coordination avec les services de renseignement d'autres pays, toute information secrète concernant les aliénigènes, et traiter particulièrement des aspects moraux, philosophiques et religieux de la question. Barbato, qu'est-ce qui permettait au pape de croire que les militaires américains seraient prêts à partager des informations aussi sensibles avec le Vatican? Que penser de l'officier que fit son apparition à l'aéroport de Las Vegas, jésuite, le fait qu'un président ait cherché une aide et un soutien spirituel dans une telle situation, unique dans l'histoire de l'humanité, constitue un témoignage de confiance et d'estime. D'ailleurs McIntyre et l'archevêque de Détroit, Edward Mooney, devinrent plus tard les principaux coordinateurs de la transmission d'informations vers le Vatican. Les affaires prirent cependant une tournure inattendue lorsque McIntyre et d'autres membres du CIV furent directement contactés, à l'insu des militaires, par des aliénigènes de type nordique, manifestement amicaux, prétendant venir des Pléiades. Ces gens mirent les contactés en garde contre les autres créatures que les Américains avaient côtoyées dans le désert de Californie. Ces rencontres avec les membres du CIV se produisirent souvent aux États-Unis, et par 2 fois dans les jardins du Vatican, au voisinage de l'Académie pontificale des sciences, en présence du pape Pie XI. Barbato, le padre Pio de Pietrelcina, a parlé de l'existence d'autres êtres dans d'autres mondes qui avaient atteint un niveau élevé d'évolution parce qu'ils étaient sans péché. Est-ce exact? Jésuite, sans aucun doute, mais ces êtres vivent sur un plan dimensionnel différent, et ce ne sont pas, stricto sensu, des anges. Et d'autre part, les aliénigènes, nordiques, dont je parlais, sont en chair et en os, même s'ils sont beaucoup plus évolués que nous tant spirituellement qu'au plan technologique. Ces créatures ont déclaré avoir trouvé dans l'Église catholique,
ou plus exactement dans le message christique, la pure présence divine, et ils ont proposé leur coopération pour le bien de l'humanité. C'est ce qui a convaincu le pape Pie XI de collaborer avec eux, et de les considérer comme de véritables convertis à la foi chrétienne. Le pontife considérait probablement que l'Église universelle devait transmettre son message, même à des êtres issus d'autres mondes. Ces alienígènes entendaient assister, au fil des ans, l'Église de Rome dans toutes ses missions, particulièrement en matière sociale et en politique internationale. Par la suite, le pape Jean XXI bénéficia du même soutien de ces êtres qui avaient épousé la cause chrétienne, mais il préféra garder le secret, ne faisant allusion qu'à des interventions angéliques. Jean XXI avait en somme hérité des accords de collaboration, établis par son prédécesseur entre le Saint-Siège, et ses alienígènes amicaux de type nordique. Cet accord secret fut maintenu tout au long du pontificat d'Angelo Giuseppe Roncalli, qui, cependant, exprima souvent au cadre du CIV ses réserves quant à la confiance qu'il fallait accorder à ces êtres. C'est pourquoi, nous pensons aujourd'hui qu'une des principales motivations de la convocation du Concile œcuménique du Vatican fut le besoin de prendre les premières dispositions concrètes pour le renouvellement de l'Église en vue d'un éventuel et imminent contact. Barbato, y a-t-il un rapport entre cette intervention, ou médiation céleste, et la rencontre présumée de 1963 entre le contacté américain George Adamski et le pape jésuite? J'allais en parler. Adamski a rencontré le pape. Il est allé à Saint-Pierre une fois, précisément après que le pape eut décidé qu'il ne fallait plus poursuivre les contacts avec les alienígènes, même si ceux-ci étaient amicaux. En outre, Jean XXI refusait que cette relation soit révélée à la population chrétienne. Adamski se présentait comme chargé de mission par les alienígènes pour tenter d'obtenir du pape, qui était mourant, un accord définitif. Il apportait en outre un don pour le Saint-Père, une substance liquide qui devait le délivrer de la gastro-entérite dont il souffrait, et qui évoluait en péritonite aiguë. Le pape ne prit pas cette potion, et avant de mourir, tenant le crucifix, déclara « Les bras ouverts du Christ furent l'objet de mon pontificat. Ainsi que vous le voyez, un pontificat simple et humble dont j'assume toute la responsabilité. Je suis satisfait de ce que j'ai fait, et de la manière dont je l'ai fait. » En outre, ce geste de la part des alienígènes convainquit le pape mourant, dans le peu d'énergie et de lucidité qui lui restait, que, même si les frères de l'espace se comportaient avec bienfaisance envers l'humanité, il convenait qu'ils agissent de façon autonome, séparément de l'Église, et des activités humaines en général, par la prière, et des actes conformes à la loi de Dieu, et particulièrement sous la direction du Saint-Esprit. La tentative d'Adamski mit fin au contact direct entre ces êtres et le pape, ainsi que ses successeurs, qui, faisant confiance en la clairvoyance de Jean XXI, comprirent qu'il ne fallait pas que l'Église entretienne ces contacts. Dans un manuscrit secret du pape Jean XXI à ses successeurs, qui comprend un dossier spécial sur le CIV, est cité un passage de l'évangile de Marc qui expose clairement la position que doit adopter l'Église vis-à-vis des êtres bienfaisants venus d'autres mondes. Marc 9, 38, 412, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en votre nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Jésus lui répartit, « Ne l'en empêchez pas. Car il n'est personne qui puisse en même temps faire un miracle en mon nom, et parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, en vérité je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. » Cela signifie que les activités supposées positives des alienígènes qui acceptent le message christique doivent être bénies, et non contrées, mais maintenues distinctes et parallèles à l'Église. Ces êtres doivent être comparés à l'étranger qui porte secours au nom du Christ, et ne doit pas en être empêché. Barbato, parlons de votre mission dans le CIV. Jésuite, mes tâches sont purement techniques, la plus importante étant, par exemple, de transmettre des informations très secrètes, provenant du radiotélescope du Vatican, situé en Alaska et de les acheminer à qui de droit. Barbato, un instant, de quel radiotélescope parlez-vous? Je ne savais pas que le Vatican possédait pareil matériel dans cette région. Jésuite, le Vatican possède et utilise un radiotélescope, qui est à l'avant-garde de la technologie, et manipulé seulement par des jésuites. Il est installé dans un parc industriel de stockage de pétrole apparemment à l'abandon, situé en Alaska. Ce complexe constitue un camouflage, parce que les activités qui y sont conduites sont top secrètes, et ne sont pas celles, plus officielles, du VAT, télescope de technologie avancée du Vatican, situé, lui, en Arizona. Barbato, quand cet appareillage a-t-il été construit, et surtout dans quel but le Vatican utilise-t-il autant d'installations astronomiques dans le monde? Jésuite,
Je peux vous dire qu'il a été construit dans les années 90, dans le but d'observer tous les objets célestes inhabituels s'approchant de la Terre. C'est ce que fait la CIA avec l'un de ses yeux secrets, le jumeau de Hubble, appelé Skjold 12, aussi nommé Keol 12 ou Cache 12. Pour plus de détails, voir en .wikipedia.org weblink, il se trouve qu'au moment des rencontres entre les aliénigènes et PXI, le CIV fut informé de l'approche d'un corps céleste, habité par des êtres très avancés et très belliqueux. Bref, je savais que ce que j'allais recevoir à Rome, et analysé par l'informatique, était très intéressant et extrêmement secret. C'est en analysant certaines données, issues du radiotélescope de l'Alaska, que nous avons découvert qu'une sonde spatiale du programme d'exploration Siloé, lancée dans les années 90, avait pris un cliché d'une énorme planète, s'approchant du système solaire. Cette information fut captée en Alaska, en octobre 1995, et c'est alors que mes problèmes commencèrent. Je me rendis compte que je n'avais pas été désigné pour décoder cette transmission particulière, et que la situation devenait dangereuse. À ce moment, mon contact me révéla qu'il y avait, au sein du Vatican, deux factions luttant pour la possession, et le contrôle de cette information classifiée bien au-dessus d'eux, top secrète. Barbato, pouvez-vous me donner d'autres détails sur le programme spatial Siloé? Qui en sont les commanditaires, et les opérateurs? Jésuites. La sonde Siloé a hérité du nom d'un programme d'exploration spatiale, initié au début des années 90. Ce programme faisait partie d'un autre, beaucoup plus ambitieux, nommé Kerygma. Pour le moment, je me contenterai de vous dire que cette sonde fut fabriquée dans la zone 51, Nevada, USA, qu'elle a un moteur à impulsion électromagnétique, et qu'elle a été placée sur orbite par un avion spatial de type Aurora 3. La sonde n'était pas chargée de données de calcul, ni de trajectoire, ni d'indications précises quant à la position de Nibiru, car elle devait s'approcher de la planète, corriger sa trajectoire pour éviter l'impact, et revenir dans le système solaire à une position suffisamment proche, que pour pouvoir transmettre les données et les images au radiotélescope secret situé en Alaska. Son lancement eut lieu en même temps que la mise en service du radiotélescope, et elle fut en mesure d'émettre des images dès 1995. Barbato, ce que vous me racontez me fait penser aux théories du chercheur Zecharia Sitchin concernant le retour prévu d'une mystérieuse 12e planète. Connaissez-vous ses œuvres? Jésuite? Oui, j'en connais les principaux éléments. Le CIV, en collaboration avec Lockheed Martin, a envoyé cette sonde dont j'ai par la suite analysé les images. Ce sont des vues d'un énorme objet céleste dont la présence se fera sentir dans notre système solaire, tout au plus dans les 3 ans après 2001. Barbato, comment avez-vous obtenu ces informations? Jésuite, je dispose d'une autorisation de supervision, de ce qu'on appelle le Secretum Omega. C'est le plus haut niveau de secret du Vatican, l'équivalent au top secret cosmique de l'OTAN. Celui-ci est divisé en 3 niveaux d'information, depuis le Secretum Omega degré I, le moins détaillé, jusqu'au Secretum Omega degré I, le plus complet. Ma mission était d'initier les nouveaux membres du CIV, et de les entraîner à l'usage des systèmes de communication de l'organisation. Barbato, comment les données recueillies par le radiotélescope sont-elles envoyées en Italie? Jésuite, la compagnie américaine de télécommunications Sprint International possède des radios et des antennes paraboliques situées au nord et au sud de l'Italie, et 2 satellites géostationnaires avec lesquels elles sont en liaison. Cette compagnie a un contrat particulier avec le CIV, et une fréquence d'émission / réception de données chiffrées utilisant, depuis 1994, des algorithmes, et une cryptographie personnalisée. Avant cette date, le CIV utilisait un système cryptographique, inventé par une société suisse. Il a été abandonné parce qu'un membre de cette société l'a secrètement vendu à des Israéliens. Je ne puis vous donner davantage d'informations techniques pour l'instant. Barbato, j'aimerais que vous me parliez d'un légat de l'Église bien connu, Monseigneur Balducci, qui a publiquement abordé le thème des extraterrestres. Ce prélat connaît-il le CIV, et agit-il de concert avec eux? Jésuite, le père Balducci a fait des études, et mené sa recherche de façon tout à fait autonome, sans suivre un programme préexistant. Il n'a jamais été empêché, au contraire, on l'a plutôt encouragé. Barbato, vous permettez? À vous entendre, il semblerait qu'il y ait un programme de divulgation. Et ne serait-ce pas pour cela que vous avez décidé de me rencontrer, et de me communiquer ces informations? Jésuite, du point de vue du système, nous sommes en pleine dissidence, mais nous savons que des événements vont se produire qui affecteront tous les êtres vivants de cette planète, personne n'y échappera. L'humanité vit une période particulière de son histoire, des circonstances intimement liées à des événements clés annoncés dans l'Apocalypse. Il importe que l'humanité se rallie entièrement au message de salut et de rédemption du Christ que saint Paul a appelé Kerygma,
un message que Jean-Paul II essaye de répandre dans toutes les nations. Pensez-vous que le pape ne connaisse pas l'imminence de ces événements? Cette interview a eu lieu avant la mort du pape Jean-Paul II, souvenez-vous de ce que nous avons dit au début de cette page. NTW, Barbato, mais que c'est le pape de tout cela, particulièrement si l'on se souvient de sa déclaration passionnée de 2000, jésuites, deux groupes s'opposent au sein du Vatican, l'un d'eux préconise la divulgation, et est soutenu sans réserve par Wojtyła, Jean-Paul II, l'autre tente de bloquer par n'importe quel moyen toute information. Certains membres de cette faction font partie de groupes de pouvoir occultes, qui, par exemple, contrôlent le marché du pétrole, et influencent de nombreux secteurs de l'économie internationale dans le seul but d'étouffer l'information sur le développement des sources alternatives d'énergie, dites énergie libre. Ceci a été confirmé par l'affaire Guardian, Canada, 1989-91, spectaculaire, mais peu concluante, du groupe ufologique Q-Form, Canadian UFO Research Network, qui fit sensation, mais dont les photos de présumés alienígènes n'ont pas été montrées. De toute façon, ces documents exposent une réalité, les opérations complexes de manipulation des informations dépassent souvent la fantaisie la plus folle. Le sommet de toutes ces organisations occultes appartient au gouvernement de l'ombre, et n'est connu que sous l'acronyme SVS,